Alors, notre prochain orateur, c'est Maxime Lhéritier, qui va nous parler de l'usage du fer dans la construction des cathédrales de Bourges et Paris, approche comparée. Maxime Lhéritier est maître de conférence en histoire et archéologie médiévale à l'Université Paris 8. Il est tout désigné pour traiter ce sujet parce qu'il avait travaillé sur la cathédrale de Bourges voici une petite quinzaine d'années et depuis 5 ans, il dirige le groupe de travail métal au sein du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Donc il va nous livrer aujourd'hui les résultats et la comparaison entre ces deux chantiers. Voilà, merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup Yves et merci à Irène Jourdeuil et la Conservation régionale des monuments historiques de m'avoir invité à communiquer aujourd'hui et donc à mettre en relation des travaux récents, ceux sur Notre-Dame de Paris, et Yves a fait ma première diapositive, et des travaux plus anciens, ceux sur la cathédrale de Bourges, en remettant en contexte le fait que Marc Ferroge et Pierre Mignoret sont les premiers à avoir travaillé sur ce monument dans cette optique au milieu des années 90, et moi-même quelques années plus tard. Donc bien entendu, voilà, des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions, des travaux qui sont toujours en cours aussi à Notre-Dame de Paris, avec la thèse de Mathilde Bernard qui sera soutenue l'année prochaine sur ce sujet, mais déjà un certain nombre de résultats à vous présenter. Également des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions, puisque quand j'ai eu l'occasion de travailler sur Bourges, eh bien, elle n'était pas échafaudée, il n'y avait pas de dépose, il y avait des travaux sur la couverture en partie, vous avez eu l'inventaire des restaurations ce matin, contrairement à Notre-Dame où des maçonneries ont été mises à nu, l'édifice a été intégralement échafaudé, donc des conditions d'accès, des conditions d'étude du monument qui ne sont pas non plus comparables. Donc ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté nord de Paris avec un inventaire partiel, hein, mais des armatures de fer mises en œuvre au Moyen-Âge dans ce monument, puis également à Bourges, et ensuite de tenter de comparer ces usages dans les deux monuments et d'en tirer quelques conclusions. Donc deux monuments dont vous avez ici des coupes et dont on voit qui, voilà, je ne reviendrai pas sur les datations, mais dont une génération en quelque sorte de bâtisseurs sépare la chronologie de ces deux monuments et quelques mètres de hauteur. Donc à Notre-Dame de Paris, l'inventaire qui a pu être réalisé depuis 2019 a montré un usage assez systématique du métal dans la construction, bon, vous le voyez, à différents niveaux de sa construction, et je vais insister sur quelques endroits avec la présence de l'agrafe comme élément de fer qui est assez prégnante. Alors on ne va pas commencer par des agrafes, on va plutôt aller du bas vers le haut et du plus ancien au plus récent en restant dans les usages médiévaux. J'aurais pu faire la même diapositive avec des usages du 19e siècle qui auraient été tout aussi fournis, mais ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Donc de fer, mais aussi de bois, parce qu'il me semble important de remettre ces armatures de bois également en contexte avec celles de fer. Armatures de bois donc, qui ont été découvertes au gré d'un travail collaboratif entre le GT Pierre, dirigé par Yves, le GT Bois et le GT Métal du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture Notre-Dame de Paris, qui ont mis en évidence l'usage de tirants. Alors je ne sais pas si on voit là, peut-être qu'on voit comme ça quand ça fonctionne. Hop. On voit, fantastique. Donc de tirants dans le déambulatoire extérieur du chœur, dont les vestiges étaient conservés et qui, après refouillement, ont montré la présence de ces tirants de bois scellés par un goujon de métal, tel que ça a pu être observé sur d'autres édifices, notamment voilà, à Chartres ici pour les tirants de bois et donc qui permet de restituer des systèmes de renfort au niveau du déambulatoire du chœur. Renforts qui sont doublés un tout petit peu au-dessus par des rangées d'agrafes que l'on observe ici au niveau des combles des tribunes et qui fait véritablement le tour du chœur et qui sont complétés, donc toujours des doubles rangées d'agrafes au niveau de l'extérieur
extra d'eau, complété également au niveau des terrasses, enfin sous les terrasses qui se trouvent sous les terrasses actuelles, dont Yves a pu vous montrer tout à l'heure l'exploration, auquel on a pu également accéder et qui montre la perduration de ce système d'agrafes également à ce niveau. Donc c'est véritablement tout le tour du chœur qui est renforcé de cette façon. Agrafe que l'on va retrouver également bien plus haut dans l'édifice, au niveau de la corniche à damier du côté du chœur, éléments qui étaient quasiment les seuls connus avant les opérations de restauration de 2019, puisque on a un système qui est ici dessiné par Viollet-le-Duc, qui a été observé à cette époque et qui l'a doublé d'un système de tirants lors de sa restauration dans le milieu du 19e siècle. Donc ces agrafes, elles sont toujours en place. Là, vous avez des photos qui ont été prises par l'entreprise CCR lors de la restauration de certains endroits partiels au niveau des maçonneries internes. Agrafes que l'on retrouve également, et ça a été une des découvertes, suite à l'incendie, je ne vais pas utiliser d'autres formes d'adverbes, mais qui a permis par l'incendie de la charpente d'observer la rase des gouttereaux et de voir que tant dans le chœur cette fois que dans la nef, on retrouve toujours ce système de double rangée d'agrafes, simple par endroit dans le chœur mais double sur l'ensemble de l'édifice, qui scelle le dernier rang de pierre, et uniquement ce dernier rang de pierre qui a été intégralement restauré, donc on a pu voir les rangées du dessous qui ne possèdent pas ce système. Donc des systèmes d'agrafes vraiment très développés et qui ont montré, grâce notamment aux travaux menés par Mathilde Bernard dans le cadre de sa thèse, et grâce aussi aux restaurations qui ont vu donc l'intégralité de ce système déposé pour changer cette dernière arase, et bien qu'on a des différences dans la mise en forme de ces agrafes qui signent différentes phases sur le chantier. On voit qu'on a une grande homogénéité au niveau du chœur, des parties droites et des parties tournantes, qu'on a également une césure ici au niveau du début de la nef, et des choses différentes côté nord et côté sud, avec une latéralisation du chantier assez marquée à ce niveau, bien que le système apparaisse ensuite homogène. On voit ces différentes phases de mise en forme de construction. D'autres agrafes sur lesquelles j'insisterai un petit peu moins, mais toutes ces colonnes qui seignent les piles, notamment dans la nef de Notre-Dame de Paris, sont elles aussi attachées par deux plus petites agrafes de fer. Je vais aller sur les dimensions dans la diapositive d'après, mais qui sont indispensables pour la tâche de ce décor, où là on a des piles qui font des petites colonnes qui font 16 mètres de haut sur 15-16 cm de diamètre, des tronçons en 4 ou 5 pièces. Donc on imagine la nécessité de soutien de ces éléments-là. Donc des pièces, ces agrafes à Notre-Dame de Paris, qui font 4 à 40-50 cm, sauf pour les plus petites, les dernières dont j'ai parlé, mais qui sont relativement homogènes sur l'ensemble de la structure, un petit peu plus fines dans les tribunes que dans les parties hautes, mais donc des pièces de quelques kilogrammes généralement. Une des questions qui s'est posée, c'était bien entendu la datation de ces ensembles, leur contemporanéité avec les structures. Et depuis quelques années, on pratique la datation radiocarbone sur les fers anciens. Fers anciens qui sont souvent hétérogènes, composés d'un assemblage de fer et d'acier qui est naturel, qui est issu de l'hétérogénéité de ce qui est produit dans les bas fourneaux. Et donc les aciers sont des alliages fer-carbone, et ce carbone peut être daté, qui provient du charbon de bois qui a été utilisé dans le fourneau au moment où on a fait le fer, peut être daté et permettre de mettre ensuite, avec toute la difficulté et l'imprécision des datations radiocarbone, surtout pour cette période, mais néanmoins de mettre en évidence d'une part qu'il s'agit bien de fer produits dans le courant des XIIe, XIIIe siècles, et donc contemporains de la construction pour tous les fers que l'on a vus juste ici, sauf quelques restaurations ici dans les vitraux dont je ne parlerai pas, et également que malgré l'imprécision de ces datations radiocarbone, que les pièces des parties basses, notamment au niveau des goujons
ici et des agraves des tribunes sont légèrement plus anciennes que celles des parties hautes. Et donc on a bien ce décalage d'une peut-être une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années entre le début du chantier dans les années 1160 et celui des parties hautes qui va se déployer à la toute fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Datations qui sont en cours de complétion pour d'autres parties du chantier. Si on s'intéresse maintenant à Bourges, avec les premiers travaux qui ont été réalisés par Marc Ferroge et Pierre Mignoret, il faut souligner que Notre-Dame est probablement le dernier édifice à avoir fait l'objet d'une telle étude, et Bourges était un des premiers. Donc Marc Ferroge et Pierre Mignoret étaient donc parmi les premiers à mettre en évidence l'existence de ce type de renfort. Alors avec ici des barres de vitraux qu'ils soulignaient, ils émettaient plusieurs hypothèses qu'il m'a été difficile de reprendre par la suite dans mes travaux. Restent notamment des inconnus sur les parties hautes de la nef, où à l'époque où j'ai mené moi mes investigations, je n'ai pas pu confirmer en tout cas ce qu'ils avaient supposé au niveau de renfort dans les parties hautes. En revanche, au niveau du triforium, on a bien des renfort de fer à la cathédrale de Bourges de deux natures, un chaînage dans les parties orientales qui s'arrête à la rupture branaire dont il a été amplement en question, et des tirants au niveau des combles de ce même triforium, avec certains qui ont disparu mais qui ne sont pas présents, qui n'ont jamais été présents en tout cas dans la partie tournante, mais qui là sont présents à la fois dans le chœur et dans la nef. Donc une des spécificités de ce chaînage, on va commencer par le chaînage. Donc vous le voyez ici courir, vous le voyez ici au sol, vous voyez où il se situe, donc au sommet de ces arcades, enfin, à l'extrado de ces grandes arcades. C'est notamment sa mise en œuvre, qui n'est pas homogène, qui fait le tour des petites colonnes du triforium au niveau de l'abside et de la première travée, et qui ensuite se glisse, on le voit ici sur cette image, sous ces mêmes colonnes. Ce qui montre bien que quand dans l'abside on a décidé probablement de mettre en œuvre ce chaînage, il semblerait que les colonnes étaient déjà présentes, en tout cas leur socle, et donc on a fait le tour de ces colonnes, et ensuite manifestement, les colonnes n'étaient pas présentes au moment où on a construit dans les parties droites, puisque le chaînage se trouve sous les colonnes de manière assez nette. Donc l'approche qu'on a pu mener, que j'ai pu mener vers 2010, donc il y a une petite quinzaine d'années, a aussi montré que ce chaînage, il n'avait pas été tiré d'un bout à l'autre comme on pourrait l'imaginer, mais qu'il s'organisait de façon un petit peu différente, avec une structure qui se mettait autour de certains jalons. Donc là, on n'a plus des agrafes, on a un chaînage qui sont assemblés par des crochets, enfin des pièces quasiment toutes identiques, assemblées par un œilleton dans lequel un crochet va s'assembler, mais qui s'organise autour de certaines pièces. Notamment ici, on a une pièce pourvue de deux œilletons, donc qui est un des éléments de départ, en quelque sorte, du chaînage, qui a été tiré dans ce sens-là au niveau des parties tournantes et dans ce sens-là au niveau des parties droites. Et que donc au niveau du sud et du côté nord, où chaque travée possède un système, on va dire, identique, et où là, comme si on avait prévu en quelque sorte l'installation du chaînage à Binicio à partir de en tout cas de ce côté nord, et où chaque travée possède ce système enserré par ces petits crochets qui sont là pourvus de deux crochets sans mortaise et qui viennent fermer chaque travée en quelque sorte du chaînage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les dimensions de chaque élément du chaînage, on voit bien que ces quatre éléments-là, ils font partie de ceux qui sortent en fait de la courbe de la gaussienne des autres éléments du chaînage. Tous les éléments sont à peu près identiques, sauf ceux-là qui ont été forcément construits, forgés aux dimensions qu'il fallait pour clore le chaînage dans ces quatre travées au niveau du nord. Donc je vais passer, j'ai pu également, grâce au concours de la CRMH à l'époque, réaliser des analyses matérielles sur le fer de ces chaînons, mais également sur le plomb qui s'élève. J'ai oublié de dire que tous ces éléments, que ce soit les agrafes de Notre-Dame ou les chaînons du chaînage ici de la cathédrale de Bourges et les tirants qu'on va voir après, sont tous scellés au plomb.
Et donc, l'analyse matérielle chimique des fers et des impuretés présentes dans les fers et de la composition des plombs montre que l'on a bien ces césures que l'on voit dans la maçonnerie, avec des compositions de matériaux différentes dans les parties tournantes et la première travée, et côté nord et côté sud. Ce qui montre bien qu'on a bien un chaînage posé en 3 parties, ce qui correspond aux phases de construction que je crois que c'est Frédéric a montré tout à l'heure, hein, dans les parties orientales, et qui montre bien voilà, qu'on a un système qui a été réfléchi, on va le voir probablement en cours de chantier. Je reviendrai là-dessus. Au niveau des tirants, eh bien, on a, donc, vous voyez ici, au niveau, qui sont donc au même niveau, à la même hauteur, mais qui se déploient au-dessus des grandes arcades. Donc, on a des pièces là de dimensions qui sont complètement, qui sont bien différentes, qui vont mesurer quasiment 5 mètres de long, peser une 50aine de kilos, et donc qui sont présents de manière quasiment systématique à partir de la deuxième travée. Donc on a une vision un petit peu plus proche de ces éléments, dont certains ont été restaurés par la suite. On voit les soudures, hein, qui sont nécessaires pour forger des pièces de manière aussi de dimension aussi importante, ce qui n'était pas le cas pour les agrafes ou le chaînage que l'on a vu tout à l'heure à Bourges. Donc une question s'était posée, et c'était Marc Ferroge et Pierre Mignoret qui posaient cette première question. Il est manifeste, hein, que le chaînage est contemporain du chantier, en tout cas dans ses parties droites, on le voit, il passe sous les colonnes, il n'a pas pu être glissé sous ces éléments-là, mais au niveau des tirants, il se posait un certain nombre de questions sur leur insertion dans le bâti. Donc on a pu réaliser là encore des datations radiocarbone sur certains prélèvements qui ont montré que à la fois le chaînage et puis sur un charbon d'un prélèvement, parce qu'il y a aussi c'est à la fois plomb et mortier, hein, au niveau du chaînage, il y a certaines parties qui sont en mortier, de voir qu'on a bien des datations qui sont compatibles avec la période de construction de la cathédrale au tout début du XIIIe siècle. Et de même pour les tirants, où là on a un tirant qui est plutôt côté nef, donc c'est aussi logique qu'il soit un petit peu postérieur à ce qu'on vient de voir pour le chaînage, et donc des éléments qui sont tous les deux contemporains de la construction, même si on va le voir par la suite, on peut questionner la façon dont ils ont été mis en œuvre et insérés dans cette architecture. Donc maintenant qu'on a fait ces deux inventaires, il doit me rester une petite dizaine de minutes pour essayer de comparer ces deux monuments. Paris et Bourges, et je vais aller sur différentes thématiques, de la morphologie des pièces utilisées jusqu'à leur insertion dans le bâti, ce que j'évoquais précédemment, avec la question de la contemporanéité et de la volonté des bâtisseurs qui ont mis en œuvre ces différentes pièces. Donc au niveau de la morphologie, on voit qu'on a des pièces qui sont différentes. Paris fait une très large place à l'agrafe, dont les usages, dont la forme, hein, remonte à des usages que l'on retrouve dans l'architecture antique. Alors elles sont plus présentes, on voit juste les trous qui relèvent de la récupération de ce matériau qui a eu lieu à des époques postérieures, mais on est dans des formes qui sont anciennes, qui sont ici remobilisées à Notre-Dame de Paris au service d'une autre architecture. Dans l'Antiquité, ce sont plutôt les premières assises que l'on va renforcer d'agrafes, les assises inférieures, alors qu'on va le voir à Notre-Dame et dans l'architecture gothique, c'est plutôt en hauteur que l'on va retrouver ce type de pièces. À Bourges, on a une forme plus innovante qui est celle du chaînage, qui va se déployer dans d'autres édifices de la période gothique postérieure à Bourges dans le courant du XIIIe siècle, mais selon des formes similaires. Vous voyez ici un des chaînages de la cathédrale de Beauvais, et j'aurai d'autres exemples après. Donc une évolution dans les formes, Notre-Dame de Paris étant le premier édifice
gothique. Donc on a 2 édifices qui sont parmi les premiers à dépasser les 30 mètres sous voûte. Et Notre-Dame est un des premiers à faire un usage systématique du fer dans sa construction, mais sous des formes anciennes, alors que Bourges innove dans les formes employées avec ses chaînages et ses tirants. Notre-Dame a bien sûr des correspondances. On a le cas de la cathédrale de Chartres qui fait un usage de l'agrafe peut-être encore plus extensif qu'à Notre-Dame de Paris et qui est la stricte contemporaine de Bourges, mais donc avec des manières de construire très différentes. Alors pas seulement sur le métal, hein, mais en l'occurrence ça se retrouve également sur le métal. Et usage de l'agrafe que l'on va retrouver également dans d'autres édifices postérieurs, mais dans parfois d'autres usages que ceux auxquels on les a vus à Paris. On a des agrafes sur des balustrades ici à Rouen, on a des agrafes sur des coursives ici à Saint-Ouen de Rouen, là on est au milieu du XIVe siècle, à Troyes on est également au XIVe siècle, donc c'est un usage qui perdure, mais qui n'est plus aussi systématique qu'il peut l'être, en tout cas à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame de Chartres. L'échaînage, alors je pense qu'il y en a encore un certain nombre à découvrir dans l'architecture gothique. On le voit par exemple avec le cas de la basilique de Saint-Denis, où les chaînages qui sont situés au niveau du sommet des gouttereaux dans la corniche eh bien, étaient inconnus avant la restauration de la fin des années 2000, je crois que c'est 2009 la restauration, et donc qui reprennent enfin, voilà, des situations qui sont quasiment celles des agrafes de Notre-Dame de Paris. On a un chaînage dans la même situation à la Sainte-Chapelle au milieu du XIIIe. On voit qu'on a des édifices qui sont tous légèrement postérieurs à Bourges, parfois très postérieurs, comme ceux de Saint-Ouen de Rouen, où là, dans la tour de la Croisée, on a des chaînages qui saignent un petit peu l'ensemble de la tour et qui ont pu être aussi mis au jour lors de restauration au milieu des années 2000. Donc, système de chaînage qui vise là cette fois à enserrer complètement les maçonneries, ou alors à vraiment tendre une chaîne entre 2 murs sur toute la longueur du mur, qui vont donc avoir des questions mécaniques un petit peu différentes. Ce qui m'amène à la question de la mise en œuvre qui est donc les endroits dans lesquels on va retrouver ces différents éléments, et où on voit que eh bien, ce sont les pièces notamment le sommet des arcades, qui ne font pas du tout la même hauteur d'ailleurs à Bourges et à Notre-Dame de Paris, qui sont favorisés dans l'usage de ce type de pièces. Et aussi à Paris, comme dans d'autres édifices, le sommet des murs, chose qui resterait véritablement à confirmer à Bourges également. Des usages qui toutefois, à Paris, semblent systématiques, qu'on soit au niveau des tribunes ou qu'on soit au niveau des parties hautes, alors qu'à Bourges, on le voit, le chaînage se limite aux parties orientales et les tirants se limitent, eux, aux parties droites, même si, eux, ils recouvrent l'ensemble de la construction, de la période de construction. Donc un usage qui me semble un petit peu plus circonstancié à Bourges qu'à Paris. Et des mises en œuvre qui, pour Paris, me semblent relever d'une construction, on va dire, a priori, c'est-à-dire qu'on a décidé, au moment où on a élevé ce vaisseau, de mettre en place de manière systématique ce type d'agrafe. En tout cas, on n'a pas de réflexion. Les maçonneries de ce qui vous a été également dit tout à l'heure ont, alors peut-être parfois 3 fois rien bougé, mais en tout cas relativement peu bougé, alors qu'à Bourges, on va voir que ce n'est pas forcément exactement le cas. Et qu'on a des évidences que ces maçonneries, que ces éléments ont été mis en cours de chantier à Bourges, notamment au niveau du chaînage, puisque le chaînage, vous l'avez vu, il n'est pas homogène dans sa mise en œuvre. Il fait le tour des colonnettes dans les parties tournantes, alors qu'il s'insère sous ces mêmes colonnettes dans les parties droites, bifurquant un petit peu au niveau de la deuxième travée. Donc ce rôle dans la structure, il reste à comprendre dans certains aspects. C'est des travaux qui sont en cours à Notre-Dame de Paris, alors pas pour les agrafes des tribunes, mais pour les agrafes des parties hautes, dans le cadre de la thèse de Mathilde Bernard, en collaboration avec le GT Structure, dont il a déjà été question, Stéphane Morel, Thomas Parent, Paul Taforel, et où dans les parties hautes, bien, il semblerait que sous la charpente, ce soit véritablement ce lien entre charpente et maçonnerie qui soit à l'œuvre, et ces rangées d'agrafes qui auraient
une fonction avérée, en tout cas mécaniquement, par les modélisations qui peuvent être réalisées en cours pour éviter l'ouverture des joints à certains appuis de la charpente. Mais il y a des choses encore à comprendre à ce niveau-là. D'ailleurs, un point intéressant à Notre-Dame de Paris, c'est que sa contemporaine, Mantes-la-Jolie, est une des rares à posséder le même système d'agrafe qui a pu être mis en évidence lors d'une restauration, même si ça n'a pas été beaucoup plus documenté que ça. On a le même système que l'on voit ici au niveau de la race des gouttereaux sous la charpente. À Bourges, en revanche, et là je vais revenir, avant d'avoir les nuages de points sur lesquels on pourra retravailler, qui ont été acquis très récemment dans le cadre de la NR Altior, de s'appuyer sur les travaux d'Andrew Talon et de la numérisation qu'il avait pu faire de la cathédrale, et qui avait montré, donc là je reprends ces travaux publiés dans le Bulletin monumental en 2016, qui montrent que dans les parties tournantes notamment, on a des déformations de la structure avec un affaissement de la structure qui est probablement la cause de la mise en œuvre des renforts de fer que l'on voit dans la cathédrale. Donc un usage circonstancié du métal à Bourges, que je suppose, est en lien avec une observation des maçonneries, des déformations en cours lors de la construction de l'édifice. Il faut imaginer, bien entendu, que ce soit à Bourges d'ailleurs ou à Paris, ces édifices partiellement construits en hauteur, avec donc ces niveaux de grandes arcades qui font 2 fois la taille à Bourges qu'à Paris, quasiment, qui doivent se maintenir seuls avant la construction des étapes supérieures. Et donc tant dans le niveau longitudinal que dans le niveau transversal, des déformations qui apparaissent dans les parties tournantes et au niveau de la première travée, qui peuvent expliquer la mise en place de ce chaînage en cours de chantier au moment où les parties, les grandes arcades des parties tournantes étaient construites, mais que les parties droites n'étaient pas encore commencées, ce qui explique que dans les parties droites, le chaînage là a pu être prévu en début de chantier, passé sous les colonnettes. Et c'est la même chose pour les tirants entre le côté chœur et le côté nef, où du côté chœur on voit ces déformations, elles ont pu être mesurées, je pense qu'elles seront peut-être plus précises dans les travaux contemporains, mais il y a des formations de l'ordre centimétrique et parfois davantage, qui sont exagérées ici par ce dessin-là, et où on voit que, alors certes, on n'a pas voulu mettre un tirant à cet endroit-là, qui était peut-être le plus judicieux au niveau des poussées qui sont exercées par ces arcades, pour éviter qu'ils soient visibles, mais donc ils ont été masqués à cet endroit-là. Et plus on avance dans le chantier côté nef, à un moment donné où les tirants sont mis en place au moment de la construction et non pas en cours, on voit que les parties, la maçonnerie est restée plus rectiligne, et donc les tirants ont joué un rôle dès l'origine et non pas au bout de quelques années de construction. Dernier point, c'est que contrairement à Paris, où je n'ai pas vu, à ma connaissance, de réparation de ces systèmes d'agrafes anciens. En tout cas, on n'a pas pu les caractériser, malgré la vision assez extensive qu'on en a eue. À Bourges, il y a quelques endroits où on voit tant dans le chaînage, et là je vous montre un élément des tirants, mais également des tirants, qu'il y a eu des ruptures et des réparations du système. Réparations qui sont anciennes par l'analyse des matériaux qu'on a pu en faire. Donc, ce qui montre bien que il y a eu des forces en œuvre, que ces tirants, ces chaînages à Bourges en tout cas, ont joué, qu'ils se sont parfois rompus, et que la place ici du fer, en tout cas en termes mécaniques, est bien avérée pour la construction de l'édifice. Donc voilà pour ces différentes comparaisons. J'arrive à la fin de cette communication. Je vois que j'ai tenu le temps aussi. Et donc je voulais juste, en guise de conclusion, là encore peut-être séparer Bourges et Paris en termes des usages du métal, même si les zones de renforcement sont similaires pour certaines, en tout cas au sommet des grandes arcades, notamment en l'attente du chargement des parties supérieures de l'édifice. Avec un rôle peut-être provisoire du métal, même s'il reste de manière pérenne dans la structure pour cette partie des arcades. Pour les parties de la charpente à Notre-Dame, c'est probablement différent. Une évolution des formes
de l'agrafe au chaînage et donc de la mécanique de ces armatures, avec des agrafes qui peut-être se limitent à un rôle d'ouverture de joint, alors que le chaînage peut jouer un rôle plus enserrant et pérenne dans la structure globale de l'édifice, et deux édifices qui me semblent malgré tout pionniers, avec des approches constructives distinctes. Notre-Dame de Paris, un usage peut-être a priori du métal et massif, peut-être par volonté, par de renforcement de cette structure qui est la première à s'élever au-delà de 30 mètres, avec ces arcades d'une dizaine de mètres de haut pour le déambulatoire du chœur. Et à Saint-Étienne-de-Bourges, où manifestement on a quelque chose qui s'organise en cours de chantier et qui est lié à une réponse des mouvements observés dans l'édifice. Et que le cas de Saint-Étienne-de-Bourges me semble, en tout cas au niveau des renforts de métal, relativement particulier, parce que des renforts au niveau du triforium comme ça, on en a, mais ce type de renfort me semble, on a quelques parallèles, mais qui me semblent assez minces par rapport à ce que l'on peut établir au niveau d'autres édifices pour d'autres types de renforts. Voilà, donc je remercie aussi tout ce beau monde, tant en Île-de-France qu'au niveau de Notre-Dame et au niveau de la région Centre et du département du Cher, pour leur collaboration et d'avoir permis la réalisation de ces différentes études. Merci à tous pour votre attention.